Bienvenue à tous les auditeurs de l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, j'ai un plaisir renouvelé d'ailleurs, c'est la deuxième ou troisième fois que vous venez, de recevoir M. Yves Le Gallou, alors avec qui nous partageons des idées communes et bien des claques prises ensemble, ça finit par... Et donc vous êtes le responsable, celui qui a créé un institut qui s'appelle l'Iliade. Le Polémos, pardon. C'était votre institut, il s'appelle Polémos, c'est ça? Il y a deux choses à distinguer. Il y a la Fondation Polémia, qui est plutôt dans le domaine politique, oui, et l'Institut Iliade, qui est essentiellement dans le domaine culturel et qui se préoccupe de la transmission. De la transmission. Et c'est celui-là qui m'intéresse. De l'histoire, des valeurs, de la culture européenne. L'Iliade, c'est-à-dire que vous remontez aux racines grecques, quoi. Et nous remontons, nous sommes tous les enfants d'Athènes. Nous sommes tous les enfants d'Athènes. Et on a eu une petite escapade vers Jérusalem, mais on a beaucoup travaillé avec Athènes aussi. Donc ça, c'est les deux piliers de notre civilisation. Bon, donc Iliade, et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous faites dans l'Iliade, c'est que vous me dites, nous venons de déjeuner ensemble, vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est-à-dire que vous faites de la formation, vous avez des petits jeunes que vous formez de 25 ans, 30 ans, 35 ans, et ils sont en général 25 ou 30 à suivre vos formations, et qu'il y a une très grosse demande de la part de gens qui veulent, dans le fond, se relier à leur histoire, à leur culture, parce qu'ils ont l'impression que, quelque part, l'éducation nationale n'a pas fait son travail de leur transmettre d'où ils venaient, qui ils étaient, quelle était leur formation, etc. Donc, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de voir qu'une fois de plus, en fin de parcours, les gens comme vous et moi finissent par arriver à l'éducation. Alors, effectivement, l'Institut Iliade a comme première vocation la transmission. La transmission de la mémoire européenne, de la mémoire longue. Transmission que nous essaierions d'assurer à la fois par des activités d'édition, de publication, d'organisation de colloques. Et puis, il y a ce qui est au fond le cœur de cette mission de transmission, qui correspond à des sessions de formation que nous assurons pour les générations montantes, c'est-à-dire il y a une formation pour les 18-21 ans et sur un grand week-end, et puis une formation pour les gens un peu plus mûrs, entre 20 plutôt et 35 ans, et sur 5 week-ends, et qui s'attachent à des sujets fondamentaux. C'est une formation qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à la géopolitique, qui s'intéresse à la philosophie, qui s'intéresse à la critique des idées ou des dogmes contemporains. Ce n'est pas une formation pratique, c'est une formation qui renvoie aux choses plus fondamentales. Vous leur donnez des choses à lire. Il y a des professeurs qui viennent leur en parler. J'imagine qu'il y a une bibliographie qui doit être importante. Alors, effectivement, il y a d'abord, c'est une formation au sens traditionnel du terme, de transmission. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui transmettent. Et qui transmettent parce qu'ils savent. Et qui sont des maîtres. Souvent des universitaires, ou s'il s'agit d'histoire, eh bien, nous faisons intervenir des historiens comme Philippe Corrade ou des professeurs d'université. Ils enseignent leur matière. La première donnée, c'est leur connaissance qu'ils essayent de transmettre. Nous avons aussi mis en place, dans le cadre de ces formations, qui sont assez exigeantes. On ne demande pas seulement aux gens de venir un peu en consommateur, écouter ce qui est dit. Nous leur demandons de produire un travail personnel. La formation dure 9 mois, elle est allée 5 week-ends, mais qui sont sur 9 mois, en fait, ça fait 1 ou 2 week-ends par trimestre. Et donc, nous leur demandons au cours de cette période d'effectuer un travail personnel. Nous avons même un peu monté la barre par rapport à l'idée d'origine qui avait été celle de Dominique Vénère, qui a inspiré la création de l'Institut Iliade. Nous avons même monté la barre puisque nous souhaitons que le travail personnel qu'ils font puisse être publié, édité ou produit. Je dis le travail personnel. C'est-à-dire transmettre à nouveau. Transmettre à nouveau. Le travail personnel, ça peut être une œuvre d'art, par exemple. Ça peut être un article ou une série d'articles. Ou ça peut être même, dans un certain nombre de cas, un essai,
Alors vous faites ça depuis combien de temps? Alors, nous avons créé l'Institut Iliade, a été voulu par Dominique Vénère. C'est le dernier message de Dominique Vénère en 2013, et nous avons fondé l'Institut Iliade en 2014 au sommet du Mont Olympe. Là aussi, on renvoie vers un monde plus ancien, plus enraciné. En 2014, et depuis 2014-2015, nous assurons ces formations qui répondent, je crois, à une demande croissante des jeunes générations, ceux qui sortent du lycée aujourd'hui ou ceux qui sont sortis du lycée il y a une dizaine d'années, et qui constatent que la transmission ne s'est pas faite, qu'on leur a un peu volé leur histoire, volé leur passé, volé leur héritage. Et donc, il y a une véritable demande de formation qui peut se porter d'ailleurs vers ce que fait l'Institut Iliade, qui peut se porter aussi vers d'autres structures. Je crois que une des caractéristiques positives de la situation actuelle, c'est que il y a une demande de transmission de la part des générations qui arrivent à la période active, à la période où ils vont exercer une activité professionnelle, où ils vont exercer une activité, ils vont avoir une famille, de connaître son passé, de réfléchir, d'être formé, et donc de compenser au fond ce qui leur a manqué dans leurs études à l'éducation nationale leur ayant en quelque sorte volé une formation un peu exigeante. Venons sur ce point, parce que, bon, moi j'ai 78 ans, vous en avez 73 ou 74. Quelque part, l'éducation nationale, avec tous ses défauts quand j'étais jeune, il y avait quand même toute une série de maîtres qui nous transmettaient ça, que ça faisait partie du cursus. Moi j'étais en fac de droit à Toulouse, ou en fac, il y avait des maîtres qui nous parlaient de tout ça, et on écoutait, c'était avec des oreilles bien déployées. Donc, à partir de quel moment dans votre vie, dans votre expérience, l'éducation a décidé de couper ce lien avec notre passé, parce que ça a été une décision volontaire. À votre avis, quand est-ce que ça s'est passé et pourquoi? Alors, si vous voulez, si on remonte dans l'histoire de la dérive de l'éducation nationale, la première dérive, elle remonte au plan Langevin-Vallon, 45. Socialo-communiste, c'est-à-dire 47. C'est-à-dire maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Et le plan Langevin-Vallon qui visait au fond à niveler. C'est un projet de nivellement. On met tout le monde à même niveau. Quelles que soient les capacités qui sont différentes, indépendamment de l'origine sociale, les capacités sont différentes. L'objectif du plan Langevin-Vallon de 1947, c'est de mettre un petit peu tout le monde à niveau. Ça a été mis en place progressivement, notamment par Monsieur Haby, qui était le ministre de l'Éducation de Monsieur Giscard d'Estaing dans les années 70. Donc c'est assez ancien. Ensuite, il y a eu, on va dire, la phase 1968, qui est une phase de rupture. 1968 étant au fond l'importation en France des phénomènes de rupture qu'on avait pu observer auparavant en Angleterre ou dans l'ouest des États-Unis. Et puis, il y a eu ensuite la mise en place des pédagogies qu'on a appelées nouvelles, qui ne sont plus fondées sur la transmission, mais au fond sur le fait qu'on va pousser les élèves à découvrir par eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est les pédagogistes. Voilà. Et donc, l'éducation nationale a évolué sur cette tendance-là depuis maintenant 70 ans. Alors, avec des effets qui sont des effets cumulatifs. Je pense que vous et moi, nous appartenons à la dernière génération qui a encore eu une transmission, on va dire, traditionnelle, avec des lettres classiques, des mathématiques et une exigence. Il y avait aussi, dans mon expérience quand j'étais à Toulouse, c'est que il y avait des maîtres qui pensaient des choses complètement farfelues. Il y en avait un qui était royaliste, par exemple, en droit constitutionnel. Il y en avait un autre qui était un spécialiste du droit ancien et qui était complètement farfelu. Mais
avoir des maîtres farfelus qui pensaient par eux-mêmes et qui pensaient pas comme tout le monde, ça faisait partie de la transmission. C'est-à-dire qu'on n'était pas censés tous recevoir la même bouillie. On pouvait être intéressé par celui-là ou par celui-là, mais le maître lui-même disait « je vais vous enseigner ce qui m'intéresse et le reste, je m'en fous, ça me regarde pas ». Donc il y avait une espèce d'aristocratie du savoir qui était là, qui vous disait « voilà ce que je vais vous apprendre et si vous n'êtes pas content », allez faire une école de commerce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, si j'exagère, mais c'était tout à fait ça. Alors, si vous voulez, je crois qu'après... Cette aristocratie a disparu. Oui, et il y a un effet, là encore, cumulatif. C'est-à-dire que la génération née dans les années 60-70 a commencé à recevoir un enseignement dégradé. Et aujourd'hui, la génération née dans les années 2000-2010 a reçu un enseignement dégradé, transmis par des gens qui avaient des professeurs qui eux-mêmes n'avaient pas été formés. Un enseignement dégradé. Et je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de cela parmi les gens qui peuvent avoir 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, qui se rendent compte qu'ils ont été privés d'un certain nombre de choses. Et moi, j'observe, ça fait partie des éléments positifs de la situation actuelle, il n'y en a pas forcément énormément, mais dans les éléments positifs de la situation actuelle, il y a le fait qu'il y a dans cette génération une grande demande de formation, on va dire de formation culturelle, voire de formation politique, voire de formation idéologique, prenons le terme qui convient, et j'observe qu'il y a de plus en plus de gens de ces générations-là, 20-30 ans aujourd'hui par exemple, pour faire simple, qui vont essayer de suivre les formations que peut donner l'Institut Iliade, mais aussi que peut donner l'Institut de formation politique, c'est différent, mais c'est aussi un institut de formation, que peut donner l'ICEP, l'Institut de Marion Maréchal à Lyon, et puis il y a, durant l'été, beaucoup de mouvements qui font des universités d'été. Alors on peut trouver les identitaires qui ont fait des universités d'été, on peut trouver Academia Christiania qui fait des universités d'été, Sophiapolis qui fait des universités d'été, l'Action française qui fait des universités d'été. Et donc il y a chaque année des centaines, voire un millier, peut-être pas des milliers, de jeunes gens ou de jeunes filles qui accèdent à une formation, on va dire, qui renvoie à des choses un petit peu plus fondamentales. Alors c'est différent, toutes ces formations sont différentes, elles ne sont pas... Mais ça répond à un souci de formation. Alors il y a d'ailleurs un deuxième aspect dans l'aspect formation, il y a à la fois des jeunes gens, des jeunes femmes qui se forment, et qui se mettent en réseau les uns avec les autres. Et donc, il y a un aspect communautarisation. Communautarisation, transmission, c'est encore une fois une des vocations de l'Institut Iliade, qui au départ s'appelait l'Institut pour la longue mémoire européenne, puisqu'effectivement, nous attachons beaucoup d'importance à ce qui vient de loin. L'Europe, elle n'a pas 50 ans, elle a 3000 ans, c'est pas tout à fait pareil, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui a comme objectif, évidemment, de former, nous définissons à l'Institut Iliade, comme ayant pour objectif de former les cadres de la Renaissance européenne. Alors, nous ne savons pas, parce que l'histoire n'est écrite nulle part, comme l'avait écrit dans un de ses livres Michel Poniatowski, où l'histoire est le lieu de l'inattendu, comme l'a dit Dominique Vénère. Donc nous ne savons pas à quoi ces formations serviront, mais ils seront peut-être prêts. Le moment venu, nous pensons qu'il y aura des hommes et des femmes qui auront la formation nécessaire, la formation intellectuelle, la formation mentale, la formation morale pour agir. Parce que dans le fond, ce à quoi vous faites allusion, c'est que il y a deux choses. L'éducation, on peut apprendre ce qu'il faut savoir pour exercer un métier, qui est très utile. Oui. J'ai rien contre. Et puis, il y a apprendre à penser par soi-même, qui est quand même autre chose, c'est-à-dire s'appuyer sur les anciens, comprendre quelle est la nécessité de la pensée autonome, et dans le fond, la seule forme de liberté, c'est la liberté de la pensée, c'est-à-dire qu'en partir du moment... Et donc, ce à quoi vous vous attachez, c'est, dans le fond, on a
forcer nos systèmes d'éducation vers la connaissance utile, comment bâtir un pont. Mais la question de pourquoi avoir un pont, celle-là, on n'y répond toujours pas. Absolument. Et d'ailleurs, si vous voulez, la formation classique et la sélection classique, dans les grandes écoles d'excellence française, la formation classique, c'était la culture générale, qui intervenait d'ailleurs, évidemment, à Normal par définition, mais aussi à Polytechnique, où il n'y a pas que des mathématiques, mais aussi à l'ENA, mais aussi à Saint-Cyr, où, indépendamment des capacités physiques, il fallait aussi l'histoire. L'histoire, c'est quand même la discipline la plus utile à l'activité politique au sens large l'organisation de la cité. Et au sens noble du terme, de l'organisation de la cité. Et donc, pour nous, pour l'Iliade, l'histoire est évidemment très importante. Mais l'histoire, vous aurez remarqué, a été évacuée progressivement, et la culture générale, les épreuves de culture générale jugées discriminantes, entre guillemets, là on est dans le mal absolu, ont été éliminées de la sélection, alors que c'est l'histoire qui est la discipline la plus utile à l'homme d'État. À l'homme d'État, mais en tout cas... l'homme d'État et en dessous de l'homme d'État, à l'homme qui va être soucieux du bien commun. Du bien commun, c'est tout à fait exact. Donc vous avez cette activité. Alors maintenant, vous avez une deuxième activité qui est de vous engager dans la vie de la cité en expliquant que dans le fond... la guerre est l'axe de l'histoire, comme disait De Gaulle, c'est Polémia, là, ou Polémias, je ne sais plus comment vous l'appelez. Polémia, oui, Polémos. Polémos, c'est dans le fond que c'est la guerre. Le conflit et le conflit. Au cœur de l'univers. Le conflit, et donc, d'un côté, dans le fond, si je comprends bien votre action, d'un côté, vous essayez de former les gens, mais vous essayez de les former pour qu'ils puissent survivre au conflit. Oui, on peut dire ça. Alors, si vous voulez, expliquez-moi la deuxième activité, parce que c'est joli aussi. En ce qui concerne l'Iliade, d'ailleurs, il faut bien préciser que c'est un organe très collectif. Voilà, c'est pas du tout. C'est un organe vraiment très. Il y a énormément de personnes qui travaillent, qui s'activent, C'est vraiment un réseau de transmission. C'est de façon gratuite aussi, j'imagine beaucoup. Et essentiellement de façon gratuite, absolument. Oui, tout ça relève assez peu du business. Du business, du profit ou n'importe quoi. Mais c'est pas grave ça. Donc dans le Polémias, vous préparez les gens à se mettre sur la gueule avec entrain, quoi. À leur dire, en tout cas, la guerre est nécessaire. Là, Polémia, ça prend en compte le conflit, et donc Polémia travaille, produit beaucoup de textes, on va dire, parce que c'est d'abord un think tank, si on peut dire, sur Internet, donc on publie beaucoup de textes, et par écrit, même si on a quelques manifestations mammifères, enfin, où on rencontre les gens, j'en parlerai tout à l'heure en parlant de la cérémonie des Bobards d'Or. Polémia, c'est essentiellement une production de réflexion des textes. Alors là, sur des sujets qui peuvent fâcher, parce que si c'est pour les sujets qui ne fâchent pas, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour dire que vous êtes pour la paix dans le monde. Les autres vont être meilleurs que nous. Donc nous traitons beaucoup les questions d'identité et d'immigration, où là on a un fond documentaire très important. Je vous arrête une seconde parce que c'est important. Oui, c'est important. Parce que vous traitez de sujets qui, comme le nom l'indique, ont affaire avec les conflits. Et toute l'espèce d'absence d'éducation qu'on nous a dispensée depuis 40 ou 50 ans, c'est justement qu'il n'y aura plus de conflits, que le droit s'occupera des conflits. Et donc vous êtes en train de dire, non, il y aura toujours des conflits, et comme le disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire. L'épée est l'axe du monde, et Polémos c'est le père de tous les êtres. Oui, voilà, absolument. Et donc vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose de profond et qu'on ne traite peut-être plus assez en Europe. On ne veut plus voir les conflits. On ne veut plus voir les conflits. D'ailleurs, c'est tout à fait typique si vous regardez... là, je rentre un petit peu dans le champ politique, voire dans le champ électoral. Si vous posez la question de l'immigration, si vous posez la question des zones qui ne sont pas des zones de non-droit, mais qui sont des zones chariatisées, où s'applique le droit islamique,
on va vous dire, ah oui, mais attention, là, vous allez déboucher sur la guerre civile. Mais c'est tout à fait faux. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Et c'est-à-dire que si vous voulez arrêter le développement du phénomène de chariatisation en Europe, si vous voulez, en France et en Europe, si vous voulez éviter une invasion migratoire qui ne cesse de se développer, on va vous dire, vous allez créer le conflit. Mais c'est pas vrai. Le conflit, il est là au préalable. Et ce qu'on veut interdire, c'est de poser le réel et de dire, il y a un moment donné, il va falloir siffler la fin de la récréation. Alors évidemment, la tendance est un petit peu, on se souvient de la phrase de Madame Dubarry, charmante par ailleurs, encore un instant, monsieur le bourreau, on espère toujours repousser. Mais il y a un moment où on ne repoussera plus. Et donc, il faut poser les problèmes. Et donc, nous posons effectivement les problèmes d'identité, les problèmes d'immigration. On traite aussi les questions de géopolitique. Pas forcément dans l'angle qui consiste à penser que le grand frère américain est toujours bienveillant. On a une vision plus critique de ces sujets-là. On pose les problèmes évidemment d'instruction, d'éducation. On ne croit pas forcément non plus tout ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, en tout cas le réchauffement climatique d'origine anthropique et la manière de les connaître. On a une appréciation, une observation critique au fond de la doxa dominante. Non pas d'ailleurs forcément que la doxa dominante est toujours tort, mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse être confrontée à une autre opinion. Parce qu'on ne peut accéder, c'est notre conviction en tout cas, on ne peut accéder à la vérité qu'en confrontant différents points de vue. C'est ce que disait Karl Popper. Hein. Si dans certains cas, la doxa dominante n'a pas tort à 100%, il est important pour la doxa dominante de pouvoir être confronté à des points de vue dissidents. C'est ce que nous faisons. Nous organisons à Polémia chaque année une journée de la dissidence et nous organisons aussi, c'est un autre aspect de notre activité, la cérémonie des Bobards d'Or. Oui, ça j'aime beaucoup. Alors expliquez-nous les Bobards d'Or, c'est à mourir de rire ça. Alors la cérémonie des chaque Bobards année, d'Or, vous avez aussi le prix Lysenko qui est donné. Alors ça, le prix Lysenko, c'est le club de l'horloge qui fait ça. C'est le club de l'horloge, voilà. d'accord. C'est un peu le même esprit Le Bobard d'Or, c'est dans le fond, vous cherchez dans les journalistes celui qui a raconté la plus grosse ânerie, quoi. Oui, alors ça, c'est très difficile. Parce oui, vous avez beaucoup de monde. Hein. Abondance de biens. Les candidats sont extrêmement nombreux. Qui a été le dernier Bobard d'Or ? Alors, le dernier Bobard d'Or a dû être attribué à l'AFP pour son travail constant depuis des années. Qui le mérite. Là, nous allons avoir différents candidats, puisque la cérémonie des Bobards d'Or a lieu le 7 février prochain. Ah oui, ça va être sympa. Lundi 7 février prochain. On peut s'inscrire sur Internet, sur le site des Bobards d'Or. C'est au théâtre du Gymnase, boulevard de Bonne Nouvelle. Et donc là, nous avons une dizaine de candidats, dont des candidats tout à fait capés. Nous avons à nouveau le patron de l'AFP, parce que l'AFP, c'est vraiment l'usine à Bobards. Mais nous avons aussi Boulot, le présentateur de TF1, Anne-Marie Coudray, le présentateur de TF1. Nous avons des gens de BFM. Vous savez, le présentateur de TF1, Boulot, avait fait un numéro absolument extraordinaire, directement téléphoné du cabinet de l'Élysée ou de Matignon. Il avait dit, c'est absolument formidable. Nous avons eu l'année dernière plus de 8% de croissance. Ça ne s'est jamais vu depuis les 30 Glorieuses. C'est le retour de la croissance. Des croissances économiques en France. En France, oui. Ah, oui. Il avait simplement oublié de rappeler, qu'avant on avait baissé de 10. C'était 6% plus exactement. Il avait oublié de rappeler que l'année d'avant, on avait baissé de 8,5%. Voilà. Donc on était plus bas qu'il y a 2 ans. Quoi. On était plus bas qu'il y a 2 ans, mais il annonçait ça de manière absolument triomphale. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les présentateurs du journal télévisé, de TF1 ou de France 2 sont en contact quasiment quotidien avec les communicants de l'Élysée et de Matignon, ce qui donne une idée quand même du degré d'indépendance. Je pense qu'il se plaignait, la gauche se plaignait de Perfit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais Perfit c'était bien parce que... Il a dit, moi il était intelligent, Kelvire. Perfit, il était ministre de l'Information. Donc
Oui, il était chargé de développer la formation gouvernementale. C'était honnête, c'était transparent. Ouais. Tandis que là, c'est beaucoup plus hypocrite. Ils se présentent comme des journalistes indépendants, alors qu'ils ont l'oreillette directement branchée sur les cabinets ministériels. Voilà. Alors il y a d'autres candidats. Il y a le docteur Gilbert Doré. Qui a beaucoup sévi au moment du Covid, qui a beaucoup sévi, qui a énormément sévi, qui a sévi quand même extrêmement récemment, puisque il a dit il y a quelques semaines, il faut vacciner les enfants parce qu'il y a des centaines d'enfants morts ou en réanimation, ce qui est faux, absolument faux. Depuis le début du Covid, il y a eu 18 enfants morts, dont la mort a été attribuée au Covid et qui tous avaient d'autres comorbidités. Donc il a dit il y a des centaines d'enfants, ce qui est faux. Et il a dit mais écoutez, il faut regarder le scan du cerveau d'un enfant atteint du Covid, c'est comme le scan de quelqu'un qui a Alzheimer, ce qui est une invention pure. Voilà. Et ce personnage s'est répandu pendant des semaines, des mois et même 2 ans pour raconter des sornettes politiquement correctes. Donc il est candidat lui-même aussi au Bobard d'Or. Il faut dire d'ailleurs... Est-ce qu'il y en a qui viennent le chercher, leur Bobard d'Or, ou je sais jamais? Non, alors il y en a qui le reconnaissent. Alors je connais un journaliste qui dit « mais vous devriez me citer au Bobard d'Or ». Je viendrai le chercher. C'est Monsieur Mestre du Monde, et alors là on a été très injuste avec lui parce qu'il n'a jamais été cité, alors que s'il était cité et qu'il remportait un Bobard d'Or, peut-être viendrait-il le chercher. Alors vous savez, il y a quelques années, on avait attribué le Bobard à l'AFP, toujours l'AFP, vous savez pourquoi? Un Bobard au AFP, c'est 1000 Bobards. Ah oui, parce que tout le monde c'est repris partout. C'est repris absolument partout. Bon. Et donc, on avait voulu remettre un Bobard à l'AFP, on était venu en petite délégation, et alors ça avait été assez amusant, parce que l'AFP était protégé par un cordon de police. Parce que ils savaient que vous veniez? Ils savaient que nous venions, et on l'avait annoncé, donc ils n'avaient pas eu besoin de faire un effort particulier de recherche d'informations. Et donc, il y avait un cordon de police qui protégeait l'AFP, ce qui m'avait permis de dire que la police tout court protégeait la police de la pensée. Voilà. Donc l'AFP, c'est vraiment terrifiant, hein, parce que c'est vraiment... alors vous savez, récemment, le président Biden a traité... un journaliste de crétin. De fils de pute. Fils de pute, enfin oui. Sale fils de pute, président Biden. Et donc l'AFP a trouvé que c'était un peu chaud, donc ils ont traduit par connard, espèce de connard. Voilà, vous voyez la petite déformation. Et ensuite, il y a une autre chaîne d'information qui a dit mais quand même, c'est beaucoup moins grave que ce qu'aurait dit Trump. Vous voyez comment donc on revient au programme initial, c'est la faute de Trump. Et donc on revient au programme initial, donc nous aurons la cérémonie des Bobards d'Or, donc le 7 février. Donc, il y aura une mention pour le président Biden? Ah bah non, il n'est pas... Il n'est pas candidat? Non, ils ne peuvent être candidats que des journalistes. Ah bon. Ne peuvent être candidats que des journalistes. Donc le président Biden ne peut pas être candidat. D'ailleurs, le président Trump, lui, avait repris l'idée des Bobards d'Or en faisant les Fake News Awards, qui avait été une idée reprise des Bobards d'Or, puisque il y avait eu un représentant... qu'il avait été attribué à CNN, anglo-américain qui avait suivi les Bobards d'Or et qui avait remonté l'info sur les États-Unis et sur le président américain. Bon, et donc là, on peut participer de 2 manières à cette cérémonie. D'abord en votant, puisque c'est un vote à 2 tours, si vous voulez, c'est comme les présidentielles. Comme les présidentielles. Premier tour, les internautes sélectionnent 9 candidats, et deuxième tour, le public qui participe à la cérémonie des Bobards d'Or, donc le 7 février, lundi 7 février, vote à main levée pour désigner le Bobard d'Or de l'année, le Bobard d'argent et le Bobard de bronze de l'année. Voilà. Donc c'est tout à fait interactif. Et l'idée est quand même de s'amuser au détriment des journalistes. Voilà. C'est un peu on subit leur propagande pendant toute l'année. Et puis il y a un jour dans l'esprit carnaval où on se moque d'eux. Voilà. Oui. Alors là, je vais vous poser une question parce que vous connaissez bien le monde des journalistes. Là,
c'est une question qui me touche personnellement. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, chaque fois que je suis cité dans la presse, on me dit l'extrême droite Charles Gave. Et je voudrais bien savoir pourquoi je suis d'extrême droite. Alors, à vos yeux, parce que j'ai beaucoup écrit dans ma vie, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup diffusé, etc. Et si vous voulez, dans mon bureau, les deux grands hommes de ma vie, c'est d'un côté Raymond Aron et de l'autre Tocqueville. Donc, j'ai pas l'impression que c'est des monstres. Donc, pourquoi un homme comme moi, je peux vous poser une question personnelle, pourquoi ont-ils décidé, et maintenant, il n'y a pas un journaliste qui reprend mon nom sans rajouter l'extrême droite sur le Gave. Et je voudrais savoir pourquoi je suis d'extrême droite. Bah, je pense que vous avez dû dire un certain nombre de choses contraires à la doxa politiquement correcte. Et qu'à partir comme l'avait fait Raymond Aron, comme l'avait fait Tocqueville. Oui, mais à d'autres époques, oui. Mais aujourd'hui, c'est du vocabulaire incapacitant, diabolisant. On ne veut pas discuter les opinions de quelqu'un. Alors, ça s'est beaucoup étendu, d'ailleurs, le vocable de l'extrême droite, parce qu'au départ, il a été utilisé contre les gens qui critiquaient l'immigration. Vous êtes contre l'immigration, vous êtes d'extrême droite. Aujourd'hui, vous critiquez n'importe quel doxa politiquement correct. Ça peut être les délires des écologistes politiques, pas de l'écologie de manière générale, mais des écologistes politiques, vous êtes d'extrême droite. Vous n'êtes pas absolument fanat du mariage de personnes de même sexe ou de la gestation pour autrui, vous êtes d'extrême droite. C'est-à-dire que dès qu'on veut, dès qu'une minorité, au fond, considère que vous prenez des positions qui ne sont pas conformes à ce qu'elle souhaite, on vous affume du qualificatif. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes étant d'une minorité, ils prennent sur eux de dire il est dans une minorité qui est encore pire que la mienne. Que je dois interdire d'expression. Que je dois interdire d'expression. Donc, c'est une façon d'interdire la discussion. Vous avez dit au début. C'est une façon d'interdire la discussion. Ce que vous avez dit au début, c'est que notre civilisation ne survit que grâce à la discussion. Mais bien sûr, grâce à la confrontation des opinions. C'est le vieux principe aristotélicien. Je suis pas d'accord avec vous, mais on pourra peut-être un accord. Si on a eu d'ailleurs le même phénomène avec les débats sanitaires. Oui. On n'avait pas le droit. Il fallait pouvoir exprimer des opinions différentes, y compris des opinions qui peuvent être contestées, qui peuvent être contestables, qui peuvent être fausses, oui. Mais qu'est-ce qui permet à une opinion d'être validée comme exacte? C'est qu'elle a accepté la confrontation avec le parti. Vous remarquerez d'ailleurs que sur un sujet tout à fait d'actualité, l'élection présidentielle, il y a une volonté d'un certain nombre de candidats ou de candidates, et à commencer par M. Macron lui-même, de ne pas avoir de débat. Ouais. On ne va pas débattre, parce qu'effectivement, si on débat, on se confronte. Voilà. Et ça veut dire que, dans le fond, ils pensent, ces gens-là, qu'ils ont la vérité, et que donc, ils ne peuvent pas apprendre ni du débat, ni de l'expérience. Et c'est quand même un drôle de truc, ça. Si vous voulez, vous avez maintenant tous les médias qui ont développé la thématique de ce qu'ils appellent les fact-checkers, c'est-à-dire les vérificateurs d'opinion. Mais la prétention du fact-checker, c'est de dire la vérité. Or, il n'y a pas une vérité. Quand on cite un chiffre, que ce soit un chiffre de croissance, un chiffre de délinquance, un chiffre de... quel que soit le chiffre, il faut le replacer dans le contexte. Il n'y a pas une vérité absolue. D'abord, le chiffre, ça n'est jamais qu'une représentation de la réalité, plus ou moins fidèle, plus ou moins déformée. Et le chiffre, il n'a de sens que mis en perspective avec d'autres chiffres. Mais le fact-checker va vous dire... non, c'est 3,6. C'est 3,6, vous avez dit 3,8. Et alors, il y a une hypocrisie, il y a une manip des fact-checkers. Je prends une émission qu'avait eue Éric Zemmour face à Mélenchon. Il avait dit il y a 1000 actes de violence par jour. Et il y avait eu le fact-checking, bon, c'est dans un débat, le fact-checking de BFM avait expliqué que c'était pas 1000, mais c'était 800. Tout est affaire de chiffres. Mais quand vous regardiez l'article, vous voyez que finalement, c'était l'épaisseur du trait. Sauf que le titre c'est « Il s'est trompé ». Il a dit faux. Et donc, on a une volonté des médias d'imposer une vérité. Vous avez actuellement une publicité
qui est faite par BFM, et qui montre ces journalistes, qui met ces journalistes en scène, en photo, en disant « Ils ne sont pas candidats à l'élection présidentielle, mais ils vont vous aider à choisir. » Ils vont vous aider à choisir. Donc, le journaliste, il va orienter, c'est revendiqué comme tel, il va orienter le choix de l'électeur, au nom d'une vérité supérieure, qui est en fait la doxa politiquement correcte, sous ses différentes formes. Et donc, si vous avez été traité, Charles Gave, d'extrême droite, c'est parce que vous êtes écarté de la doxa politiquement correcte sur tel ou tel sujet, c'est-à-dire que vous avez pensé librement. Et voilà, donc c'est presque mieux que d'avoir la Légion d'honneur, non? Ah, certainement, oui. Ça, surtout sur un journaliste. Un journaliste qui a la Légion d'honneur, moi, ça m'a toujours fait drôle d'effet. C'est toujours très drôle, oui. Ça m'a toujours fait drôle d'effet. Ah, bah, il y a les juges aussi. Les juges aussi. Les juges qui acceptent la Légion d'honneur, ça m'a toujours sidéré, ça. C'était. Mon père, qui était officier, disait une décoration, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. Et. C'était une, en principe, si vous voulez, il est normal qu'un officier soit décoré, parce que dans l'époque, il a quand même failli se faire casser la gueule, je sais pas combien de fois. Mais c'était, ça se demande pas, ça se refuse pas et ça se porte pas. Et j'ai toujours pensé que c'était une très belle formule. Oui, très belle formule. C'est le rapport qu'on doit avoir avec le pouvoir, qui est un rapport, dans le fond, d'intérêt lointain. Il faut pas. Donc, vous avez ces deux. Alors maintenant, on va essayer de terminer rapidement, parce que les gens sans ça vont être déçus. On est dans une situation politique en France qui ne manque pas d'intérêt. Ce qu'a réussi à faire Zemmour, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il a libéré la parole, le logos. Oui. Donc on peut dire des tas de choses qu'on ne pouvait pas dire il y a un an. Donc ça, il faut lui en être éternellement reconnaissant. Mais j'ai l'impression, comme disait De Gaulle, ce qui est à craindre, c'est pas le vide, c'est le trop-plein. Il y a un nombre de gens qui se présentent qui est assez considérable. À part vous et moi, tout le monde est candidat, non? Oui, mais c'est assez classique. Hein. Il y a beaucoup de candidats à gauche. Bon, ça va pas ça ne gêne pas. Nous inquiéter. Est-ce que Hollande va être candidat? Oh non, je crois pas. Ça serait, si vous voulez faire une mauvaise manière à Macron, ça serait assez drôle. Oui, mais bon, je crois qu'il est plus dans la, je crois franchement qu'il est plus dans la course. Non, objectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a... Bon, on est à 80 jours de l'élection, donc ça commence quand même à se décanter. Il y a 5 candidats de deuxième tour possibles aujourd'hui. Macron, qui est sûrement surévalué. Moi, je suis d'accord avec vous, surévalué. Marine Le Pen, qui est sûrement surévaluée aussi, parce que les sondages la surévaluent depuis longtemps. Enfin, surévaluent le Rassemblement national depuis longtemps. Pécresse, qui est quand même la racine du RPR. Ouais, mais qui a du mal à incarner, enfin, qui n'a pas toutes les qualités politiques nécessaires. Il y a Zemmour, qui a quand même tapé dans la fourmilière et ouvert le débat, et permis qu'il y ait un intérêt à cette campagne, qui est, je pense, sous-évaluée, parce que il y a une distorsion entre la place que lui donnent les sondages, même si elle n'est pas négligeable, là il est en moyenne à 14%, hein, mais il y a une distorsion entre cette place et l'enthousiasme dans les meetings. Enfin, les gens que Zemmour refuse dans ses meetings suffiraient à remplir les meetings des autres, ce qui est quand même une première remarque. L'enthousiasme dans les meetings, l'enthousiasme sur les réseaux sociaux, le nombre de vues sur YouTube et les audiences dans les émissions de télévision qui sont systématiquement au-dessus du standard. Donc ça fait quand même... Et les adhésions. Les adhésions, 85 000 adhésions en 2 mois constatées, et adhésions constatées par huissier, tout ça est quand même extrêmement fort, et je ne vois pas de précédent politique, on va dire, pour pas dire historique, où un grand enthousiasme dans la campagne ne se retrouve pas, au moins en partie, dans les urnes. Le 5e candidat, qu'il ne faut pas négliger, c'est Mélenchon, parce que c'est de loin le plus talentueux à gauche, et comme il est en tête, il va bénéficier d'un certain vote utile. On se souvient d'ailleurs qu'en 2017,
c'est lui qui il avait fait une remontée, qui l'avait mis au bord du... J'avais fait un pari à l'époque, en 2017, qui était qu'au deuxième tour, on aurait Marine Le Pen et Mélenchon. J'ai failli gagner. C'est pas impossible. Et donc là, ça aurait été assez drôle. On va avoir 5 candidats qui peuvent être assez proches les uns des autres. Et donc, il y a toutes les configurations possibles. On peut imaginer Macron, Marine Le Pen. Alors, il y a les configurations, on va dire, il y a les configurations classiques et les configurations baroques. La configuration classique, ça va opposer Macron à Marine Le Pen ou Macron à Zemmour. Donc là, vous avez le candidat politiquement correct, le candidat populiste. Bon, c'est classique, on va dire. Vous pouvez aussi avoir des configurations moins classiques où vous avez Pécresse-Macron, donc vous avez le choix entre 2 formes de doxa dominante, en fait. Oui. Voilà. Pécresse n'étant qu'une variante de Macron. Et puis, alors, vous pourriez avoir une configuration encore plus baroque où vous auriez... Zemmour-Mélenchon. Alors, on pourrait avoir Zemmour-Mélenchon. Ça serait assez gai, ça. Et on pourrait avoir Zemmour-Marine Le Pen. Oui. C'est pas complètement impossible. Non, c'est pas impossible. Alors, la question qui se poserait d'ailleurs dans ce cas-là, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel organiserait le second tour? Mais pourquoi sous cette réserve... Mais pourquoi, de quel droit? Je ne sais pas, il pourrait expliquer que le choix n'est pas possible. Tout est envisageable. Mais voilà, on peut envisager des cas de figure atypique, puisqu'on peut penser que l'accès au deuxième tour se jouera entre 17 et 18%. Oui, donc ça, il peut y avoir du paquet. Voilà. Donc ça va être quand même intéressant à suivre. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur un point. Moi, je le soutiens, donc je le dis par clarté. Hein. Mais je pense que Zemmour a apporté quelque chose d'essentiel dans cette élection. Il y a apporté l'intérêt et il y a apporté des sujets, un sujet fondamental qui est quand même le sujet du grand emplacement et du grand effacement, le sujet de l'identité. Et ça, c'est quand même absolument essentiel. Sinon, on aurait parlé, ça aurait été le concours Lépine de la mesure démagogique pour répondre au pouvoir d'achat. Voilà. Oui, dont tout le monde se contrefout à l'heure actuelle. Ben écoutez, donc on a 80 jours devant nous. On aura peut-être l'occasion de se voir, j'imagine, après les 80 jours, parce qu'il y aura un deuxième tour qui sera les législatives, et là aussi ça va être le merdier. Un troisième tour. Un troisième tour qui va aussi être le merdier, parce que il semble pas que le président actuel arrive avec ses troupes en état de marche pour ce troisième tour. Donc si vous voulez, là, il va y avoir un troisième tour. Donc on va vivre une époque politique intéressante. Et pour la première fois, je crois que les gens qui pensent à notre pays, qui pensent à son identité, peuvent exprimer leur opinion. C'est une nouveauté. Oui, je crois que pour vous et moi, c'est une nouveauté. Il y a un peu de débat. Il y a un peu de débat. Un peu de débat. Ça, c'est bien. C'est bien, parce que du débat n'est pas la vérité, mais on peut s'en rapprocher. Voilà. On se rapproche de la vérité par le débat. Sans débat, pas de vérité. Oui. En tout cas, pas de rapprochement. Merci infiniment, ça m'a fait grand plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Vous venez pas assez souvent. Merci beaucoup. Mais on le refera. Merci infiniment.